Tous les mois, l'agence Limpide vous présente Objectif, le podcast dédié à l'expérience utilisateur. Chaque jour, notre équipe œuvre pour un développement web sans a priori. Nous créons des sites internet pensés pour les utilisateurs et nous efforçons de remettre en question les croyances de ceux qui les imaginent. Car dans le feu de l'action, on peut avoir tendance à confondre ses propres exigences avec celles des utilisateurs finaux. Limpide vous donne les clés pour piloter un projet en toute objectivité. Fabien, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette interview objective. Merci à vous. Est-ce que, pour introduire cette conversation, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Fabien Quinault. Je suis Head of Design et responsable de l'expérience client chez Malakoff Humanis. Donc, je suis en charge d'une équipe de 17 personnes, de designers et aussi de CX. Donc, les designers, c'est les UX et UI. Et aussi de CX. Donc, on s'occupe un peu de la vision design stratégique du groupe Malakoff Humanis. Et auparavant, du coup, j'étais Head of Design de Oui SNCF. Voilà, je suis arrivé au mois d'octobre. D'accord. Donc, pas mal de bagages derrière vous, sans mauvais jeu de mots. Lors de ces interviews objectives, sur cette saison 1, on va parler confinement, déconfinement, par rapport aux méthodes de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que le confinement, quelles sont les conséquences du confinement sur votre organisation par rapport à l'avant, pendant, après, en termes macro et micro? Alors, déjà, ça a été, je vais surprendre peut-être plus d'un, mais ça a été plutôt une aubaine pour moi puisque du coup, j'ai récupéré une équipe mois d'octobre. J'ai enrichi cette équipe avec des arrivées de personnes qui étaient avec moi auparavant chez Oui SNCF. Et c'est toujours la même difficulté, hein. C'est comme dans les sports collectifs, pour construire une équipe, il faut prendre des bonnes personnes et puis créer un lien, créer une histoire, créer quelque chose vers lequel on va avancer. Et donc, du coup, cette période de confinement nous a permis d'être tous au même niveau, c'est-à-dire qu'on était tous à distance. Et du coup, il a fallu créer un mécanisme qui fait qu'on réfléchit en équipe. Et ça, pour le coup, ça a très bien marché. Donc ça, c'est déjà le premier point. C'est la conséquence de ce confinement. À l'heure du déconfinement, on est aujourd'hui une équipe soudée, liée. Et ça, je peux vous assurer, c'est un vrai plaisir. En plus, moi, j'avais 2 personnes à distance, c'est-à-dire des gens qui sont en province. Et c'est très difficile de lier 2 temporalités, une temporalité d'une équipe qui est là à un instant T et une équipe qui travaille, elle, dans des provinces avec pas le même rythme, pas le même mindset aussi, hein. C'est pas dénigrer la province, ils ont énormément d'idées à apporter, mais souvent on est un petit peu déconnecté. Et là, en fait, tout le monde était sur le même pied d'égalité, donc c'était plutôt très intéressant. Ok, top. C'est vrai que quand on monte une équipe, ce genre de situation, c'est à double tranchant et là, apparemment, vous en êtes bien sorti. Et comment justement vous avez réussi à mettre ça en place en termes de méthodologie pour travailler efficacement avec des équipes donc en région et des équipes en télétravail? Quelles sont les méthodos mises en place de votre côté? En fait, nous, on est déjà des designers. J'ai recruté essentiellement des gens qui étaient plutôt seniors avec une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience. Le design, en gros, il a cette particularité de pouvoir être jugé par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a un avis sur le design. Donc, ce qui fait que je pense qu'en termes d'agilité, on est souvent très réactif. On a des sales caractères, mais on est souvent très réactif. Donc, on est un peu dans ce processus de mode de pensée. On est à distance, on doit rebondir, peu importe la problématique. On a quand même mis en place des systèmes de cérémonie quotidiennes, donc une le matin, une le soir. Ça permet d'ancrer les gens dans une logique de on est présent, on est là et tout le monde est au même niveau et on doit délivrer quand on est sur du delivery pur. Et en même temps, on doit travailler des logiques de vision. En même temps, j'ai mis à profit les skills de chacun de mes profils dans mon équipe. Donc, j'ai des personnes typiquement sur des CX qui ont plus un profil budgétaire. J'ai mis à profit ce skills-là pour pouvoir les mettre en avant sur d'autres thématiques que purement leur métier, ce qui fait que ça les engage pleinement dans la vie de tous les jours dans l'équipe. J'ai mis aussi en place en début et en fin de semaine
ce que j'appelle des cérémonies de notes émotionnelles, c'est-à-dire que chacun se note devant tout le monde, une note de 0 à 10. Et du coup, ça nous permet de faire une moyenne de l'équipe et de suivre, moi je rentrais ça dans des graphiques, et de suivre un petit peu le moral de l'équipe versus le moral du groupe. Et quand une personne, par exemple, était en dessous de 5 en notation, bah, c'est là que je déclenchais la logique de one-to-one pour pouvoir engager des actions derrière, pour pouvoir suivre les choses. Si je reviens aussi désolé, je reviens un petit peu à la première question sur les conséquences, parce que c'est assez lié. Ça nous a aussi permis tout ça, toutes ces petites cérémonies et cette nouvelle façon de travailler, d'appliquer la mise en cohérence de tous les sites et de tout ce qu'on travaille tous les jours. Ça nous a mis aussi au centre un petit peu de tout l'écosystème MH. Pourquoi? Parce qu'on est dans un groupe qui a un certain nombre d'années, avec des métiers qui ont un certain nombre certaines formes de fonctionner. Et nous, avec cette agilité, on a prouvé qu'on pouvait être très réactif, apporter des solutions. Et du coup, nous qui étions un petit peu sur le côté, on a commencé à s'intégrer dans la logique projet et maintenant on est central. Et on est vraiment identifié comme ça. Du coup, on peut acculturer tout le monde et puis mettre les bonnes pratiques sur des métiers qui avaient moins l'habitude d'absorber ces pratiques-là. Ouais, nous, on s'en rend compte aussi hein, sur nos projets. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter l'expertise agile, UX, CX en fonction des sujets Mhm. et de la confronter avec l'expertise métier Complètement, et faire. Donc, il y a un travail d'acculturation forcément au début. c'est sûr. Mais quand on a des gens en face qui ne sont pas forcément ouverts à ça au début et qui, en fait, en comprenant l'intérêt, sont de plus en plus réceptifs, ça crée des beaux projets et c'est des choses assez intéressantes. Et je trouve que cette logique de mise en place d'ateliers qu'on fait tous les jours et qui peut paraître assez rébarbatif pour certains, tiens, les designers vont encore nous mettre des ateliers ou ce genre de choses. Nous, on a essayé de raccourcir un peu ce temps d'atelier et de se dire, bah voilà, prenons un peu de temps ensemble, on va vous faire une présentation sur ce qu'est le design et comment on met en place des thématiques et des méthodologies pour pas mieux réfléchir, mais mieux résoudre nos problématiques. Et en fait, c'est en cours, parce qu'il a fallu raccourcir les réunions, parce que sinon c'est impossible, et ben, ça a donné ses fruits tout de suite, en fait, même avec les métiers. Donc, c'était super intéressant. Et ça nous a permis aussi d'avoir ce temps qui, moi, me tient à cœur, ce que j'appelle la vision design strat, c'est de réfléchir à des problématiques pour le futur et d'arriver à en faire un objectif de groupe. Typiquement, on a un très gros sujet dont je ne peux pas trop dévoiler là, mais c'est quelque chose que je voyais plutôt accoucher dans 2 ans. Et là, on a présenté ça à distance à notre COMEX. Le COMEX a totalement adhéré. On a fait des tests dans la foulée, des tests à distance. Ça a pris 1 mois et demi, là où on aurait dû mettre 6 mois avant. Et hop, on est engagé dans un nouveau projet. Donc, je trouve que ça a été un accélérateur aussi. Ouais. Désolé, je mélange conséquences et Non, mais méthodos. Voilà, je jongle un peu entre les deux. non, mais c'est vrai. Et ce qui est intéressant pour revenir aussi sur le point de motivation des équipes, nous, on l'a vécu ici aussi, on a la dimension projet qui est ce qu'elle est classique, mais on vivait un moment aussi traumatisant dans nos vies Oui, personnelles complètement. globales. Et intégrer ça dans les méthodes de travail, c'est quelque chose d'assez important. Et Mhm. c'est aussi facile aujourd'hui grâce aux outils qu'on utilise. Ouais. Et, on a vu pas mal d'outils collaboratifs sortir de ce confinement en termes pour alimenter les méthodes. De votre côté, quels outils vous pouvez conseiller aux gens qui vont regarder cette interview pour leur méthodologie globale, aussi bien sur l'atelier que le prototypage? Alors pour le coup, je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose aux personnes qui vont écouter cette partie-là de l'entretien parce que nous, on est resté très classique. Cependant, je peux noter l'évolution. Nous, on travaille avec Teams, hein, par exemple, qui est un outil collaboratif qui est attaché à la suite 365 de Microsoft. Ce qui n'est pas évident parce que pour moi, ce n'est pas des outils que j'utilisais avant parce que utilisateur d'Apple. Donc voilà, moins intuitif que des Zooms, par exemple, qu'on est en train d'utiliser là. Mais par contre, je note la réactivité de Teams, qui là où Zoom permettait, puis d'autres acteurs permettaient d'avoir, pour les apéros, par exemple, les apéros que tout le monde a fait à distance, d'afficher 8 personnes d'un seul coup. Teams n'était pas capable de le faire. Et en l'espace de 2 semaines, ils ont su être très réactifs pour se montrer, pour rentrer dans cet univers un peu plus concurrentiel des
comment dire, des logiciels de partage à distance. Après, on a du classique, on a du Trello. Pour ce qui est du travail purement design, purement UI, on a ce qu'on appelle Abstract, qui nous permet de diffuser un peu, d'avoir un peu un référentiel de tous nos travaux, hein. C'est notre bibliothèque à nous. Et puis, on a utilisé du SharePoint parce qu'on utilise beaucoup d'Excel dans la boîte et que voilà, c'est du partage très facile à faire. On a bien sûr pour les devs, on est resté dans le classique Jira parce que eux, ils sont indéboulonnables et c'est l'une des meilleures solutions qui marche sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, on est resté pas très créatif pour le coup sur ce sujet-là, mais ça fonctionnait très bien. Donc voilà, dans Teams en plus, je crois que maintenant il y a une fonction whiteboard qui fonctionne assez bien. Donc moi qui aime beaucoup dessiner pour expliquer, voilà, c'était assez pratique. Ouais, sur le whiteboard digital, nous, on voit pour les ateliers, on utilise Miro, qui s'appelait Oui, il y a Miro aussi, oui. whiteboard. Et là, justement, dans ce challenge des outils, nous, de notre côté, on va passer, par exemple, sur de l'animation d'atelier avec un iPad Pro, où on peut faire du live sketching, le rajouter à la presse, dans un Bicast. Enfin, voilà, on peut y faire pas mal de choses. Et ça, justement, cette évolution des outils, c'est quelque chose qu'on voit en termes de veille assez intéressante. C'est une bonne transition sur la suite. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant en termes de communication, d'évolution des usages ou autres par rapport au confinement en termes de veille un peu globale? Alors, c'est sûr qu'en termes de communication, bah, ça a quand même pas mal changé. On le voit sur les pubs. Pendant le confinement, l'air de rien, il y avait des choses qui étaient amorcées sur la communication visuelle, c'est-à-dire essentiellement sur le monde de la pub. On a, en effet des sujets qui sont très sociétals, qui sont vraiment très embarqués dans les publicités. Je peux parler par exemple des tampons pour femmes, par exemple. On voit que des pubs aujourd'hui sont en train de changer vraiment drastiquement. Et je pense qu'il y a eu un effet confinement parce que ça s'est accéléré, parce qu'il fallait toucher le consommateur différemment. Après, on reste sur de la communication visuelle et du coup, on ne parle pas de changement du quotidien de chacun. On voit en effet pas mal de sociétés externes qui essayent de nous contacter de façon différente, avec un ton différent, en mode, euh, en mode conversation, comme si on était sur du Skype, justement. Euh, Moi, je ne sais pas si ça va réellement changer pas mal de choses. Je pense pas. Je pense qu'on va retourner à la normale assez facilement, malheureusement. Mais en tout cas, on sent qu'il y a eu une réactivité. Après, rien de très moi, j'aimerais que ça aille beaucoup plus loin, notamment sur les influenceurs, sur notamment moi qui suis très en contact avec les sociétés de prestations externes, d'avoir une autre forme de communication et pas juste essayer de vendre des profils. Ça, c'est vraiment très. Moi, j'étais inondé de mails pendant ce confinement pour me vendre des profils, alors que justement, c'est pas ça qu'il Ouais. fallait pointer. Parce que toutes les boîtes ont bien sûr coupé les budgets externes. Enfin, ça me paraît très logique dans cette situation-là. Donc, pourquoi ils ne se sont pas réinventés sur ce sujet-là? Ouais, Ça c'est le petit bémol. c'est un point d'honneur qu'on a mis dans notre stratégie un peu globale de contenu. C'est par rapport à nos clients, c'était de rapprocher, recréer du lien humain dans le monde du travail. Et on le voit, hein, les enfants en réunion, les emplois du temps qui s'adaptent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, je trouve, qu'il faudrait qu'on tire comme enseignement de ce confinement et du déconfinement. C'est ramener de l'humain, de la Ouais. relation humaine et naturelle et avoir et amoindrir la barrière comportementale entre le perso et le pro. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et justement qu'on aimerait garder pour la suite. Et justement sur la prospective, qu'est-ce qui selon vous devrait rester, va rester ou ne va pas rester par rapport à ce qu'on a vécu en termes de méthode de travail, d'usage? Alors, bah, vous venez de parler d'humain. Moi, je tiens à rappeler que les assurances ont été au cœur quand même d'une grosse polémique. Et honnêtement, je tiens à exclure Malakoff Humanis de ce sujet-là. Nous, on a un COMEX et des gens qui décident ici, qui ont investi énormément d'argent pour venir en aide aux entreprises. Je ne pourrais pas vous donner le montant, je le sais, mais je préfère pas que ce soit moi qui communique là-dessus. Mais en gros, deux choses. Un, l'humain, comprendre le quotidien
des gens qui travaillent. Donc, ça fait un petit peu militantiste de dire travailleurs, mais vraiment, c'est de dire qu'en gros, je pense qu'une grosse partie des gens qui décident et qui sont là à la manœuvre avaient un peu peur du télétravail. Et je peux être d'accord avec eux, hein, c'est pas facile de piloter à distance, c'est pas facile de faire confiance. Hein. Parfois, c'est difficile de se faire déjà confiance à soi-même. Donc, c'est pas facile. Il y a un rapport de confiance à mettre en place et qui n'est pas évident. Donc, c'est le temps qui fait qu'on peut mettre les choses en place. Nous, par exemple, en termes de productivité et surtout de réflexion au futur, on a prouvé que les équipes étaient en capacité d'être très, très organisées et surtout en capacité de délivrer des choses, voire même plus vite et avec une réflexion plus accrue parce qu'on a plus de temps. Je parle pas du temps en termes de nombre d'heures, mais vraiment du temps précieux, c'est-à-dire de réflexion sans bruit, avec une approche différente des choses et surtout une légèreté, une capacité à être chez soi, de se dire qu'on n'a pas à stresser de prendre les transports en commun, tout ça. Donc, moi, je pense vraiment que c'est ce qui va changer, cette capacité qu'a le monde du travail de se réinventer et de se dire que demain, en fait, il n'y a pas que Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Il y a un territoire qui est très vaste, qui est superbe d'ailleurs, j'en fais la promotion, il est magnifique, et qu'on peut très bien travailler en dehors de sa bulle. Et justement, je pense que ça va amener un regard différent sur ce qu'on produit tous les jours. Et ça, moi, s'il y a vraiment une seule chose à retenir de ça, c'est qu'il faut réinventer le monde du travail positivement, en mettant des ROI, comme d'habitude, derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'investit? Et qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce que ne faisait pas des gros mots, ça doit nous rapporter aussi. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à engager là-dessus. Je pense qu'elle est déjà engagée. Et chez nous, en tout cas, on a réfléchi là-dessus. Ouais, j'allais rebondir justement sur ça, mais vous l'avez un peu anticipé. Je pense que cette réflexion, elle est déjà engagée. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à tout type d'échelle. Nous, par exemple, on est 30 et on va faire évoluer beaucoup le télétravail, l'organisation un peu globale. Et chez nos clients, qui sont plusieurs milliers de collaborateurs, on a ces réflexions-là aussi qui sont déjà amorcées, qui sont déjà mises en place. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, j'espère, va durer, et notamment sur la répartition géographique. Aujourd'hui, on associe trop le monde du travail aux grandes villes, mais en fait, on s'est rendu compte que le télétravail dans un petit village ou autre, ça marche aussi. Et après, garder toujours du lien humain, mais ça peut se faire sur des choses plus légères, du team building ou autre. Et donc, du coup, ouais, c'est quelque chose qui, je pense, va durer, quoi, surtout sur nos métiers. Alors après, c'est une réflexion qu'on a sur nos métiers, exactement ce que j'allais dire, donc je rebondis là-dessus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas avoir cette chance-là, en fait. Et toute cette capacité qu'on a, nous, à nous transformer, parce que nous, digital, parce que nous, beaucoup plus agile, parce qu'on a cette capacité-là à avoir traîné dans des startups ou des pure players qui voient le travail non pas comme quelque chose qui doit contraindre, mais quelque chose qui doit amener la personne en face à mieux travailler. J'espère que cette réflexion-là va amener aussi des solutions pour ce qu'on appelle les travails dits moins, moins à mobilité physique. C'est peut-être un gros mot de le dire comme ça, mais chez nous, par exemple, on a énormément de gens qui ne peuvent pas faire de télétravail. Et du coup, c'est comment on met cette réflexion-là en place pour les accompagner, pour aussi améliorer leurs conditions de travail. Ouais. C'est ça le monde d'après, pour le coup. Ouais, c'est une très belle conclusion. Merci d'avoir pris le temps de discuter aujourd'hui. Merci à vous, c'était très intéressant. Top. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines interviews qui arrivent, avec une saison 1 sur le confinement, déconfinement, une saison 2 qui arrivera plutôt à partir de septembre sur le product management. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.